Amis de la Vobulation, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Genestory. Alors, la Vobulation, c'est quoi? Allez, tiens, on va encore utiliser mon ardoise magique pour expliquer ce que c'est. Une des mesures qui est particulièrement intéressante à faire sur ce qu'on appelle un quadripôle, c'est en gros un circuit électronique quelconque, avec ici une entrée et une sortie, c'est ce qu'on appelle sa courbe de réponse en fréquence. C'est très simple à comprendre. On fait un graphique comme ça. Voilà. Ici, on a l'évolution de la fréquence. Ici, on a l'amplitude de sortie. Et c'est de regarder, en fonction de la fréquence, un signal qui, a priori, est considéré comme étant constant à l'entrée, par exemple 1 volt, et ben, comment se comporte la sortie. Par exemple, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Ça serait typiquement, par exemple, un filtre passe-bande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple là je démarre, je sais pas moi, à 0 Hz et puis là je finis, je sais pas moi, à 10 kHz, et ben voilà, on pourrait mesurer là que, je sais pas moi, par exemple, je dis n'importe quoi, à 5 kHz, et ben la sortie est à son maximum. C'est ça l'idée d'avoir ce qu'on appelle une courbe de réponse. Ça ressemble énormément au diagramme de Bode, sachant que dans le diagramme de Bode, il y a aussi généralement la notion de phase qu'on n'a pas forcément ici. Le quadripôle qu'on peut mesurer, ça peut être quelque chose de passif, par exemple le filtre une onde enceinte, un filtre RC, LC, n'importe quoi. Ça peut aussi être quelque chose d'actif, typiquement un amplificateur. C'est le genre de choses qu'on va faire pour mesurer, par exemple, un amplificateur hi-fi, sa réponse en fréquence. Un amplificateur hi-fi, on peut espérer que, je veux dire, dans la bande audio, lors de 20 Hz, alors généralement bien plus à cause des harmoniques que 20 kHz, mettons 100 kHz, et ben, il a une réponse qui soit ici la plus plate possible, de façon à justement ne pas altérer certaines fréquences. Un ampli audio qui aurait, je sais pas moi, une réponse comme ça, bah, ça veut dire qu'il aurait quelque chose de très très mauvais. Ça veut dire que sur certaines fréquences, le son serait, je veux dire, plus fort qu'à d'autres. C'est très utile de pouvoir faire ce genre de mesures. Alors comment on peut les faire? Bon, on peut les faire à la main, c'est-à-dire que pareil, on prend un graphique comme ça, on se donne des points, 10 Hz, 100 Hz, si on prend une échelle logarithmique, 1 kHz, 10 kHz par exemple, et puis on met un signal de 1 volt à l'entrée, on mesure avec un oscilloscope ou un millivoltmètre, et on trace ici les points. Donc ça, on va dire, c'est la bonne vieille méthode manuelle, qui d'abord est assez fastidieuse, et en même temps, on voit si on veut beaucoup de précision, il faut faire énormément de mesures, ce qui n'est pas facile. L'idée, ça peut être de faire varier automatiquement la fréquence, je veux dire, dans le temps, de façon à pouvoir, en gros, faire ce relevé-là de façon automatique. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Je veux dire. Dans les méthodes dites analogiques, souvent, on utilisait quoi? On utilisait un circuit qu'on appelle un VCO, un Voltage Control Oscillator. C'est un circuit dont la fréquence de sortie dépend d'une tension d'entrée. Donc ici, d'une tension de commande. Si à cette tension d'entrée, on met un signal comme ça de rampe qui varie dans le temps, par exemple là, on va dire pendant, je sais pas moi, une seconde, et qui va, je sais pas moi, de 0 à 10 volts, ce qui fait varier le VCO, par exemple, de 0 à 10 kHz, eh bien, on va bien avoir dans le temps une fréquence en sortie qui va varier en une seconde de 0 à 10 kHz. Donc si maintenant, je mets ça, je veux dire, soit en mode XY sur un oscilloscope, et ici je mets mon circuit à tester et la sortie, j'aurai bien exactement ce que j'avais tout à l'heure dans mon graphique, c'est-à-dire une sortie qui, veut dire, dépend, je veux dire, de la position ici en X. Maintenant, une autre façon de le faire, c'est comme ça évolue dans le temps, comme on va le voir sur l'oscilloscope, c'est de mettre la sortie ici directement sur un oscilloscope et le synchroniser sur le départ de ça. Un oscilloscope, je rappelle, comme il donne bien l'évolution de la sortie en fonction du temps, j'aurai bien exactement en sortie cette courbe de réponse de ce que je veux mesurer. Donc c'est ça le principe. Alors sur les générateurs modernes, genre DDS, à ce moment-là, c'est complètement synthétisé. Ce que va faire un DDS, lui, c'est que quand je vais lui dire de varier d'une fréquence de départ à une fréquence de fin, ici, il va le faire, lui, en faisant un certain nombre d'étapes, sachant que plus il fera d'étapes, plus ça sera, on va dire, précis. Et sur ces générateurs-là, je peux aussi gérer, je veux dire, le temps que met, de la même façon, le système à vobuler.
L'inconvénient sur les DDS, c'est que c'est très rare qu'ils sortent le fameux signal triangulaire comme ça. Ce qu'ils vont bien faire, par contre, généralement, quand ils sont bien conçus, c'est donner une impulsion de synchronisation ici au début, ce qui permet bien de synchroniser l'oscilloscope sur le début du balayage, et comme ça on voit bien là l'évolution. Sur certains générateurs, hein, qui sont, c'est un truc en plus, en même temps, hein, c'est le cas de mon Rigol par exemple, et le front descendant de l'impulsion ici, en fait on peut le régler et l'étalonner en fréquence. Ce qui permet, si par exemple là je le dis que la pulsion se termine, je sais pas moi, à 1 kHz, ça me fait une sorte de marqueur. Je vous ai souvent montré ça dans mes vidéos, qui me permet de regarder par exemple sur le signal comment ça se passe. De même, les DDS, comme les vobulateurs analogiques d'ailleurs, hein, là c'est linéaire, ils peuvent avoir des courbes ici logarithmiques, ils peuvent inverser le sens, balayer par exemple d'une haute fréquence vers une basse fréquence, balayer dans les deux sens, enfin bon, il y a différentes options plus ou moins utiles et plus ou moins possibles, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement regarder un exemple de vobulation analogique, et après, on fera l'exemple aussi avec ce petit gêné là, DDS, et on va voir que justement, lui, il n'est pas très bien conçu, à mesure où il n'y a pas cette impulsion de synchro, et qu'il fait vraiment, pas vraiment un balayage super précis. Alors, pour bien illustrer justement ce principe de vobulation, j'ai utilisé mon bon vieux FG507, mon bon vieux tiroir Tektronix, qui lui-même est un vobulateur, mais justement, on va dire un petit peu à l'ancienne mode analogique, et qui donne bien, comme on peut voir ici, cette rampe de tension, qu'on voit ici en violet, et qui donc pilote l'oscillateur et fait varier sa fréquence. Là, on peut voir que la fréquence varie en fonction de ça. Alors, c'est pas tellement évident à voir. On peut le faire aussi de façon logarithmique, où là on le voit un petit peu mieux, de façon logarithmique, c'est-à-dire que ça varie beaucoup moins vite sur les basses fréquences que sur les hautes fréquences, et là on voit bien cette variation. Ça, c'est vraiment, on va dire, un peu la façon traditionnelle de voir les choses. Et normalement, pour avoir ici une image fixe, généralement, ce qu'on faisait plutôt, c'était de se mettre en mode XY. Bon, il faudrait revoir les réglages, je ne vais pas tout changer, mais là, le problème, c'est que je ne suis pas dans le bon sens. C'est-à-dire que là, il faudrait intervertir X et Y. Mais on comprend bien que dans le mode XY, si avec cette tension-là, je fais varier en X et ici, je vois en Y, j'aurai la même idée de voir en X, on va dire, l'évolution du temps. Maintenant, dans la mesure où un oscilloscope, il fait aussi en X l'évolution du temps, l'idée, il suffit simplement de bien démarrer en même temps. Pour ce faire, ce signal ici peut servir de synchronisation. D'ailleurs, on voit bien que si à un moment donné, je ne me synchronise plus dessus, je ne vais plus avoir ici une image fixe. Pourquoi? Parce que l'oscilloscope, lui, il ne sait pas quand il démarre. Donc, il démarre, je veux dire, quand il veut. Et à ce moment-là, il n'y a aucun synchronisme entre le début de la rampe et le temps. Si par contre, je me mets ici sur le signal, voilà, en réglant ici le niveau de synchronisation, à ce moment-là, je vais avoir quelque chose de stable. Alors bien sûr, j'ai branché la sortie du vobulateur sur l'entrée, donc ça donne pas une idée. Après, ce qu'on peut faire généralement, et là j'ai fait un petit montage vite fait sur le gaz, qui est en gros un filtre passe-bande LC avec une fréquence de coupure de l'ordre de 1 kHz. Et regardons ce qu'on a ici. Et là, bien sûr, il y a une atténuation, Voilà, on voit bien ici maintenant, grâce à ça, que j'ai ce côté, on va dire, passe-bande, et on voit très bien la réponse en fréquence, en fait, de mon circuit. Alors là, je suis en mode linéaire, ce qui fait que, comme je varie jusqu'à une fréquence de l'ordre de 20 kHz, je le vois plutôt en début. Si je me passe ici en mode logarithmique, voilà, à ce moment-là, je verrai quelque chose de beaucoup plus... Donc voilà, ça c'est vraiment le mode, on va dire, de vobulation traditionnelle et analogique. Alors ce qu'on peut choisir sur la vobulation, c'est aussi le temps de vobulation. Là par exemple, voilà, là je vais 10 fois plus vite, et je peux à ce moment-là le voir comme ça. Après, le temps de vobulation en lui-même, il joue sur quoi? Il joue sur la vitesse de variation de la fréquence. On peut avoir quelque chose de très très lent sur cet appareil, voilà, et qui à la limite pourrait être utilisé sur des tables traçantes ou des choses comme ça.
Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la courbe de réponse, en gros, c'est ce qui correspond à l'enveloppe. Alors, c'est pareil, je ne vais pas le faire ici, mais une des façons de ne voir que la courbe, eh ben, c'est de mettre justement un détecteur de crête, par exemple. À ce moment-là, on ne verrait plus que la courbe ici. Enfin, à la limite, souvent, c'est pas nécessaire, à mesure où on voit ici très bien la courbe de réponse là de mon filtre, hein, que ce soit voilà, log ou linéaire. Alors voilà généralement ce qu'on peut faire sur des générateurs analogiques. Donc maintenant, hein, vu que tout le monde m'a demandé de faire la démo avec ce JDS 6006 de la vobulation, eh ben on va l'utiliser pour essayer de faire la même mesure. Bon, je vais vous prévenir tout de suite, c'est pas top. Honnêtement, pour la vobulation, ce truc-là, on va voir qu'il a beaucoup de défauts. Mais enfin bon, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Alors, à la base, on va faire la même manip. C'est-à-dire, en gros, moi, ce que je veux, c'est de regarder, voilà, mon filtre ici, de, on va dire, entre 20 Hz et 20-30 kHz. Le JDS 6600, donc, il a là la sortie, hein, normale. Donc là, je l'ai réglé pour une amplitude de 20 volts, crête, et là, il est sur une fréquence de 21 kHz. Donc, la sortie n'est pas active. Et c'est ressorti hein, que, comme tout à l'heure, hein, j'ai mis à l'entrée de mon filtre. Alors, le JDS 6600, derrière, il a une sortie synchro TTL, hein, que j'ai mis sur la voie ici de l'oscillo. Alors, si on met en route la sortie, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on peut bien voir qu'on a là un signal hein, qui apparaît, voilà, alors là qui est atténué à cette fréquence-là, ici, et le signal là qu'on peut voir, voilà, de synchronisation. Donc là, bien sûr, je suis pas bon parce que il faudrait que je change la fréquence pour avoir quelque chose de beaucoup plus dans mon filtre. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, je suis à une fréquence de 1,2 kHz, hein, donc je suis pas bien loin, on va dire, de la résonance, donc j'ai bien sûr plus d'amplitude. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce signal de synchro, il est à la même fréquence que le signal de sortie. Ce qui est, on va dire, normal pour un signal de synchro. Donc, pour se mettre en mode vobulation, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans modulation. Et dans modulation, on voit qu'on a plusieurs types de modulation possibles. Là, on a Sweep Frequency Channel 1, donc c'est ce qui va nous intéresser. Ensuite, on va pouvoir choisir ici la fréquence de départ. Donc là, j'ai choisi 20 Hz. La fréquence de fin, j'ai choisi 30 kHz, pourquoi pas. Là, le temps que va durer le balayage, alors généralement, on verrait un temps plutôt court. Alors déjà, on ne peut pas le régler tellement. Au minimum, il fait 100 millisecondes, mais on va voir qu'à 100 millisecondes, il fait très peu de pas. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Dans quelle direction on veut que ça fasse hein, donc, est-ce qu'on veut que ça parte du basse fréquence vers le haut, hein, ce qui est généralement le cas. L'échelle, est-ce qu'on veut quelque chose de logarithmique ou de linéaire? Donc là, on va choisir pour l'instant linéaire. Et voilà, derrière, on peut le démarrer. On voit bien que la fréquence change périodiquement. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que la fréquence de synchro, ici, reste la synchro sur le signal. Donc en gros, c'est pas du tout exploitable. D'habitude, quand on va faire de la vobulation, l'idéal, ce serait que la synchro soit sur le départ de la vobulation. Ce qui est absolument pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, ça va dépendre des cas. Là, bien sûr, on peut baisser. Et on voit bien ici, quand même, le signal de, on va dire, de vobulation. Alors, la chance qu'on peut avoir dans un cas comme ça, c'est que, voilà, on a à un moment donné, dans le signal de vobulation, un signal qui démarre à une crête comme ça. Ce qui va permettre éventuellement de se synchroniser dessus. Ce qu'on voit ici et qu'on aurait à faire à peu près bien. On peut voir que si on se synchronisait là sur le signal, je vais dire, de sortie, ça donnerait absolument rien. Donc ça nous donne ça. Alors là, on a en effet quelque chose qui est relativement exploitable. Alors la deuxième chose qu'on peut voir ici, c'est que pourquoi ça fait des créneaux comme ça? Ça fait des créneaux comme ça parce que ce vobulateur, il est très mauvais. C'est-à-dire que quand je lui demande une très grande excursion de fréquence, encore très grande, enfin, je veux dire, ça dépend pour quel générateur, mais ici de 20 Hz à 30 kHz, comme je lui demande de le faire très rapidement, il fait des pas de mesure qui sont très courts. Ce que je peux faire, ça va être d'augmenter ici le temps, mais il va falloir que je balaye beaucoup plus lentement. Là, par exemple, si je pars, voilà, là, comme ça, là, pour le coup, j'arrive à avoir quelque chose de relativement exploitable.
Voilà, parce que comme je lui ai demandé de faire ça en 2 secondes, il me fait beaucoup plus de pas de mesure. Alors là, j'ai la chance déjà d'avoir un oscilloscope numérique, parce que avec un oscilloscope, je veux dire, analogique, 2 secondes, j'aurais pas grand-chose. Mais là, voilà, là pour le coup, j'arrive quand même, en me synchronisant ici sur cette crête, à avoir une image relativement stable de mon filtre passe-bande. Alors je peux bien sûr passer dans une vue logarithmique, qui ici serait sans doute plus adéquate. Voilà, on voit que ça met du temps à répondre, hein, mais voilà, là j'ai quelque chose quand même de un petit peu plus sympathique, et qui ressemble plus, je veux dire, aux courbes de réponse qu'on a l'habitude de mettre. Mais voilà, on voit que c'est très très lent. C'est très très lent, pourquoi? Parce que voilà, c'est 2 secondes le temps de vobulation. Donc le temps qu'il arrive à se synchroniser et à choper le truc, c'est plus long. Mais enfin voilà, là j'arrive quand même à voir quelque chose de, je veux dire, quand même d'exploitable, sachant que voilà, faut pas être pressé. Là, si je voulais faire varier mon filtre, ça serait un filtre variable, ça serait pas évident. Mais enfin voilà, ça prouve que c'est quand même faisable avec cet appareil, à condition d'avoir justement une synchro comme ça. Où ça va être beaucoup plus compliqué, on va le voir, c'est le cas où justement la bande que je veux regarder est quelque chose de beaucoup plus flat, je veux dire, où il n'y a pas à un moment donné ce pic qui va me permettre de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui ressemblerait quelque part plutôt à ça. Là j'ai plus de filtre du tout, et mon balayage se fait, alors là je vais pouvoir, c'est bien sûr très très lent, on va passer à une vitesse plus rapide, parce que sinon, voilà, c'est quelque chose qui ressemblerait typiquement à ça. Là, ce que j'ai, on voit, c'est que j'ai une courbe de réponse qui est à peu près plate. Comment faire pour me synchroniser justement sur le début? On voit que là, j'arrive pas à avoir une image qui est stable. Pourquoi? Parce que l'oscilloscope, lui, il démarre quand il se synchronise, et comme il se synchronise sur n'importe quel front ici de l'onde qui arrive, c'est très difficile d'avoir quelque chose de stable. Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Celle qu'on peut faire avec les oscillos numériques, ça va être justement d'exploiter une des possibilités du déclenchement, qui permet de dire que je déclenche l'oscillogramme sur un temps d'impulsion. Donc là, je vais pouvoir justement utiliser la sortie synchro qui me donne des impulsions. Donc je vais changer ma source de déclenchement pour me mettre sur 2. Voilà. Et je vais changer mon type en disant pulse. Voilà. À ce moment-là, je vais lui dire, moi je veux me synchroniser, comme on peut voir, il y a des limites, sur des impulsions qui durent entre 7,93 et 20 millisecondes. Et à ce moment-là, bingo, on peut voir que j'ai quelque chose qui est bien synchronisé. Pourquoi? Parce que il démarre en gros quand il mesure une temps d'impulsion qui est dans le range ici que j'ai choisi. Alors après, il faut bien sûr que pas mettre un range trop petit, parce que vu en effet que les pas déjà ici sont relativement faibles, il faut qu'il arrive à choper quelque chose. On peut voir que maintenant, grâce à cette astuce de se synchroniser sur le temps d'impulsion, j'arrive à avoir une image qui est à peu près stable, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le balayage démarre ici de la bonne manière. Donc voilà, en gros, les astuces qu'on peut avoir avec ce système-là. Mais voilà, on voit que de toute façon, le JDS 6600, donc il n'est pas top au niveau synchro, il n'est pas du tout top au niveau vitesse de balayage, et quand on balaye trop vite, il a une résolution qui est vraiment très mauvaise. Donc honnêtement, moi je lui donne vraiment pas de bons points par rapport à ça. Je vous ai déjà montré sur des générateurs de meilleure qualité, Siglent, Trigol ou autre, qu'on a un système qui est bien supérieur à ça. Alors sinon, je ne vais pas vous le montrer ici, mais on peut aussi mixer les deux. C'est-à-dire que je pourrais très bien mettre mon filtre, un filtre LC sur la sortie de synchro, et à ce moment-là, me synchroniser, vu que ça me donnerait bien à un moment donné ce pic de démarrage à une fréquence X, ça me donnerait éventuellement une possibilité aussi de me synchroniser dessus. Enfin voilà, donc là, ce qui est sûr, c'est que si je voulais mesurer la réponse d'un ampli et qui varierait très peu,
J'ai pas d'autre solution que d'utiliser ce type de synchronisation. Et ben voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Ça prouve que, encore une fois, hein, ce petit générateur JDS, bon, il a l'avantage bien sûr d'être pas cher, et ça peut être en effet une solution intéressante pour des gens enfin, qui ont un budget plutôt limité. Mais on voit aussi que voilà, qu'on pousse un petit peu dans ces retranchements, et il est quand même relativement bien plus limité justement que des appareils de gamme un petit peu supérieure. C'est pour ça que moi je conseille plutôt de prendre des, par exemple, même les Siglent, je veux dire, d'entrée de gamme, sont généralement quand même meilleurs que ces petits appareils là qui, voilà, je veux dire, c'est comme tout, ils sont pas chers. On en a pour son argent. Sinon, ce qu'on peut aussi dire sur la vobulation, c'est que ça a des fois aussi d'autres utilisations que simplement le fait de relever justement des courbes de réponse comme ça. J'en parlerai peut-être un jour dans une autre vidéo, hein, celle-ci est déjà bien longue. Enfin bon, pour un amateur, c'est quand même généralement l'utilisation la plus fréquente. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Comment ça? Est-ce que je me suis coupé les cheveux? Non, connard, ils sont tombés tout seuls. Question bête. Réponse bête. Ah oui, et sinon, t'as remarqué un truc chez les humains. Ah ouais, c'est quoi? Bah, quand ils sont jeunes, ils jouent au foot. Après, quand ils sont plus vieux, ils jouent au tennis. Puis après, en vieillissant encore, ils jouent au golf. Et alors, eh ben, t'en déduis que plus l'âge augmente, plus la taille des boules diminue. Ouais. On peut voir ça comme ça aussi. Il me reste qu'à vous souhaiter un très bon week-end, hein, qui s'annonce pas top là pour le coup au niveau météo, mais enfin bon. Il fallait de l'eau, que le grand vobulateur vous fasse de beaux sweeps et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.